Bonjour tout le monde, je suis Asma Amdouni, je suis docteur en médecine générale. Je vais continuer notre sujet. Il s'agit de la mère perverse narcissique. Alors, premièrement, il faut toujours essayer de protéger les abonnés. Comme on protège les patients dans les cabinets, il faut protéger quand même les abonnés. De quoi? Premièrement, de l'usurpation. C'est-à-dire, il faut jamais communiquer avec n'importe quel compte portant le nom d'un docteur en médecine, docteur en psychiatrie. Il faut jamais dévoiler ses secrets sur Internet avec les étrangers. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien tomber tomber au problème avec des malades psychiques, des psychopathes, des malades, des criminels, et ils peuvent très bien ultérieurement vous menacer, vous créer beaucoup de problèmes. Et ça, c'est très sérieux, c'est très dangereux. Il y a même des gens qui sont malades qui peuvent très bien vous assassiner ou vous tuer carrément parce que vous ne voulez pas rester avec eux. Donc, s'il vous plaît, essayez le maximum possible de comprendre qu'un médecin ne pourra jamais, ou un professionnel de santé ne pourra jamais communiquer en privé par des messages avec les patients. C'est très dangereux. Et en plus, c'est impossible de mettre un diagnostic vrai et précis et correct à distance. La médecine s'exerce uniquement dans un bureau. Ok? Ne partagez ni vos sentiments, ni vos péchés, ni vos problèmes, ni vos erreurs, ni vos photos. Ok? Si vous avez des maladies, par exemple, de type dermatologique, ok? Ne partagez jamais quelque chose sur Internet. Internet, c'est pas sécurisé du tout. Et je pense que ça n'a aucun sens de faire une consultation par un message privé. D'accord? Ça, de un. Par la suite, il faut dire à tous les patients, à tous les gens qui souffrent, qu'il y a une seule personne qui est responsable du traitement, du diagnostic, de la prise en charge des maladies psychiques et mentales, c'est le médecin psychiatre. Pour s'assurer que vous êtes en train de parler avec un psychiatre, il faut le visiter dans un hôpital, dans une clinique ou dans un établissement de santé. Et vous allez trouver une enseigne parce que la loi vous protège. La loi, qu'est-ce qu'il fait? Les autorités locales, quand on ouvre un cabinet, elle vient pour s'assurer du bon déroulement des choses. Et nous, on les visite bien avant qu'ils nous viennent nous rendre visite. On leur montre les documents et ça protège toute la population. Pourquoi? Parce que si c'était pas comme ça, les gens allaient ouvrir des cabinets et faire ce qu'ils veulent alors qu'ils ne sont pas des médecins. D'accord? Donc c'est très 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 important de savoir que les thérapeutes qui existent actuellement, coach, psychologue ou pseudo-psychologue, pseudo-coach, pseudo je sais pas moi, alors tous ces gens-là, normalement, ils n'ont pas le droit de traiter quelqu'un qui n'a pas vu un psychiatre. Et avant de voir le psychiatre, en général, on voit le médecin généraliste. Pourquoi? Parce que c'est important pour s'assurer du bon déroulement, du bon fonctionnement de tous les organes. Parce que si un organe ne marche pas, il faut le traiter, il faut faire le bilan, analyse, tout ce que vous voulez, premièrement, et puis on va l'orienter au psychiatre, sauf s'il s'agit d'une urgence psychiatrique. Donc c'est vraiment très 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 délicat. Je vais lire vos commentaires. Il y a Madame Emma qui a mis le drapeau du Canada. Bonjour. Bonjour Lala Asma, comment ça va? Bonjour Lala Naïma, c'est gentil, alhamdoulilah, je vais bien. Alors, il y a une première partie, c'était juste une petite discussion par rapport à la mère manipulatrice. Et je vais l'enregistrer sur ma chaîne YouTube. Et ce soir, nous allons essayer de comprendre combien c'est important, pourquoi il faut toujours prendre son temps pour soigner les problèmes que vous avez avec votre mère, soit manipulatrice, soit perverse narcissique, soit toxique, soit autoritaire, soit dominante, soit injuste, ok, soit malade. Dans tous les cas, si votre maman vous a fait souffrir, on doit toujours penser à l'éventualité, à cette éventualité, c'est-à-dire, est-ce que votre maman n'est pas malade? D'accord? Très bien. Alors, supposons que vous avez une mère manipulatrice, c'est-à-dire une mère qui vous manipule, qui utilise une certaine
une certaine intelligence et vous êtes incapable de comprendre que votre maman est en train de vous manipuler. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas ce type d'intelligence qu'elle a. Alors ça, ce n'est pas de l'intelligence, ça c'est de la manipulation. C'est quoi la différence entre intelligence et manipulation? Une mère intelligente, elle peut très bien manipuler dans le bon sens, la manipulation positive. Mais elle est sage, c'est-à-dire elle respecte ses limites, elle respecte tout ce qui normalement doit être individuel chez ses enfants, c'est-à-dire le rêve. Elle, n'oblige pas ses enfants de réaliser ses rêves à elle, parce qu'il y a des mamans, des parents qui malheureusement obligent leurs fils, leurs enfants, par exemple, de faire des études qu'ils ne veulent pas. Par exemple, moi je connais quelqu'un, un type qui est très 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 intelligent sur le plan logico-mathématique. Il avait un bac sciences maths, et puis sa mère l'a obligé de faire la médecine. Pourquoi? Parce que il y a des médecins dans toute la famille. Donc sa mère est malade. Ça, c'est une maladie. Ok? Elle doit se faire soigner. Elle doit partir chez le médecin et lui dire: bonjour docteur, j'ai entendu une doctoresse dire que si j'oblige mes enfants à réaliser les rêves que j'ai ou à se mettre en concurrence avec leurs cousins, cela veut dire que je suis malade ou que je vais pas bien. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, le docteur ne va pas vous dire que vous êtes malade, parce que nous, on ne peut pas vexer les gens. On est très, très, très vigilant quand on veut s'adresser, quand on veut adresser la parole à un patient. Mais là, dans un live, je pense que on n'est plus objectif, si vous voulez, et on n'est plus libre. On peut s'exprimer parce qu'on est en train de débattre, on n'est pas en train d'attaquer une personne. Vous voyez combien c'est méchant et c'est dur. Pourquoi c'est méchant et c'est dur? Parce qu'un enfant qui a des capacités logico-mathématiques très élevées, qui aime les mathématiques, qui aime la physique, qui est brillant et qui a un rêve très personnel de devenir par exemple ingénieur en mécanique ou je sais pas moi, il allait bien évoluer dans ce domaine, et sa mère l'a obligé de choisir la branche de médecine ou la spécialité de médecine. Alors je pense que c'est très injuste. C'est très injuste de la part des mamans de vouloir faire de ses enfants des objets pour arriver à un stade de confiance en soi. Alors là, je vais bien détailler ce point. Moi, quand je travaille avec un patient, un adolescent ou un jeune qui souffre, en général, c'est toujours la maman qui fait souffrir les enfants. C'est toujours. Ok? Et quand je l'oriente chez son médecin psychiatre, et par la suite je vois la réponse du médecin psychiatre, on remarque toujours que l'éducation est le principal facteur qui permet soit de vous donner une grande amorce de confiance en soi, soit il détruit la confiance en soi des gens. D'accord? Et la personne responsable, la première personne responsable, c'est la maman. Alors, on va détailler un peu cet exemple. C'est-à-dire, toi, tu as un cerveau qui est très, 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 très fort en mathématiques, physique, et vraiment, tu ne ressembles pas aux autres. Tu es particulièrement brillant dans ce domaine, et tu veux de tout ton cœur, tu veux devenir ingénieur. Il y a ta maman qui va pas bien sur le plan psychique, qui n'est pas confiante en elle. Pourquoi? Parce qu'elle a raté un concours de médecine ou parce qu'elle n'a pas pu poursuivre ses études. Elle s'est mariée à un jeune âge et elle est malade. Elle a une souffrance psychique dans son inconscient, ou même elle est consciente de ça. Et elle te dit par exemple: docteur, mais moi j'ai pas pu poursuivre mes études à cause du mariage, et je veux que mes enfants puissent décrocher un diplôme merveilleux. Mais la médecine n'est pas un diplôme merveilleux. Non. Oui, la médecine, c'est noble. Mais il ne faut pas obliger tout le monde, tous les enfants de devenir médecin uniquement parce que vous croyez que la médecine, c'est le top. Non, la médecine, c'est pas le top.
Moi, j'apprécie beaucoup un métier. Ça va vous faire rire, mais je vais quand même partager cette information avec vous. Moi, je pense que les fleuristes sont des gens merveilleux. Oui, le fleuriste, l'herboriste, non pas l'herboriste, je veux dire le fleuriste, ok, est quelqu'un de merveilleux. C'est quelqu'un qui est important dans notre vie parce qu'on ne peut pas vivre sans fleurs, on ne peut pas vivre sans plantes, on ne peut pas euh, célébrer quelque chose, finaliser une cérémonie sans fleuriste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'il y a des métiers qui sont très importants? Est-ce que vous avez déjà vu un mariage sans fleurs? Est-ce que vous avez déjà vu une fête, une soutenance, une thèse, une soutenance sans fleurs? Non, jamais. Impossible. Ok? Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que on a besoin de s'entraider et on a besoin de plusieurs fonctions, de plusieurs professions, de plusieurs métiers dans cette planète pour qu'on puisse vivre sereinement et rester zen dans notre tête. Ok? Donc le fleuriste, est-ce qu'il est moins chanceux parce qu'il n'est pas médecin ou parce qu'il n'est pas ingénieur? Non. Est-ce que le fleuriste est un connard? Et je vais utiliser des termes très 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 touchants pour essayer de booster la confiance en soi de tout le monde. Est-ce que le fleuriste est con? Non. Est-ce que le fleuriste est stupide? Non. Est-ce que le fleuriste est quelqu'un de raté? Non. Est-ce que le fleuriste est quelqu'un qui a échoué? Non. Le fleuriste, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui aime ce qu'il fait. D'accord? Quand on fait ce qu'on aime, peu importe ce que les gens disent. Mais quand on est encore lié et conditionné par ce que les gens disent, c'est-à-dire qu'on doit voir un médecin. On doit traiter ça. Ça, c'est un problème de santé. Si tu fais très attention à ce que les gens disent, cela veut dire que tu souffres, tu vas pas bien. Tu n'es pas fort. Donc, quand on trouve une maman qui n'est pas forte et qui fait très attention à ce que les gens disent, alors là, on va avoir toute une famille qui va souffrir. Et cette famille, tous les membres de cette famille vont grandir un jour, vont devenir des parents, vont devenir des amis, vont devenir des partenaires et ils vont se faire souffrir plus de personnes. Alors, vous voyez la toxicité amplifiée? C'est ça la toxicité amplifiée. C'est une maman qui crée une famille malade. Pourquoi? Parce qu'elle est malade et elle n'a pas pensé à se faire soigner, à bénéficier d'un soin, d'une thérapie, d'un suivi régulier et dire clairement et bien décrire les choses. Il faut bien décrire les choses et il faut admettre les choses. Je vais vous rappeler une petite histoire que je vous ai déjà racontée en arabe. Oui, chaque métier est important. Bravo, monsieur Ayoub. Alors, et vous savez, j'avais une copine à moi, ok, et sa maman était prof de sciences naturelles, ok. Et sa maman avait un problème. C'est quoi ce problème? C'est que elle a été admise pour faire la médecine. Elle n'a pas pu faire la médecine, je pense, parce que elle a eu un malaise, je pense, où on n'a pas pu supporter une séance de dissection en anatomie. Ok? C'est-à-dire, elle n'a pas pu voir les cadavres et tout. Parce que nous, en deuxième année en général, on voit des cadavres, on les manipule, on les touche pour faire la dissection. Et on voit il faut manipuler pour les tendons, c'est-à-dire on tire sur les tendons des cadavres pour voir la fonction de chaque muscle. Alors, quand on aime la médecine, en général, on ne ressent rien. Mais quand on a un problème psychique, on peut souffrir. Moi, personnellement, j'ai jamais souffert. Alors, cette dame, elle n'a pas pu poursuivre ses études de médecine, d'après ce qu'elle m'a dit. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? C'est d'encourager sa fille à devenir docteur.
Alors, quand sa fille n'a pas réussi son concours de médecine, la mère a fait une crise. Alors là, on va essayer de calculer pour savoir la mentalité de la souffrance. Ok? Bonsoir, monsieur Amine, ça va? Vous allez bien? Malheureusement, la valorisation de chaque métier est devenue dépendante de son salaire. On peut faire fortune quand on est fleuriste, quand on aime ce qu'on fait. Quand on aime ce qu'on fait, d'une petite boutique, on peut, ou d'une petite carrosse, on peut très bien avoir carrément une ok, on peut améliorer les choses, on peut faciliter la livraison. Par exemple, ici à Bouche d'Or, il n'y a pas de fleuriste. Ça existe uniquement à l'Ayoun. Donc, si un fleuriste à l'Ayoun a pensé à se donner la peine de préparer une page, de faire de la publicité, de faciliter la livraison, par exemple, juste une fois par semaine, moi j'aime beaucoup les fleurs parce que quand j'étais petite, il y avait mon papa, que son âme repose en paix, qui ramenait toujours un bouquet de fleurs à ma mère. Et puis, moi j'aime beaucoup ça. Donc, si un fleuriste à l'Ayoun a pensé à se déplacer juste une fois par semaine pour ramener des fleurs, je pense que ça aurait été très 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 bénéfique pour lui et pour nous tous. Et pour aussi pour répandre cette culture de joie, parce que les fleurs c'est un signe de joie. Ok? Il faut penser à améliorer, promouvoir, à innover, à je sais pas moi, vous voyez. Mais si on n'aime pas ce qu'on fait, si on se sent dévalorisé, on pourra jamais progresser. Ça c'est clair, hein. Très bien. Donc restons dans notre sujet. La dame a souffert à l'âge de 20 ans. Ok? Elle a arrêté ses études en médecine. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu supporter, je sais pas, malaise, peur. Elle était mal à l'aise elle pouvait pas supporter le sang, les cadavres et tout. Donc elle avait 20 ans. Elle s'est mariée. Elle a fait d'autres études. Elle est devenue professeure de sciences naturelles. Elle a continué à souffrir toutes ces années. Elle a eu une gamine. La gamine a eu son bac, c'est-à-dire on est à 18 ans de souffrance. Après 18 ans de souffrance, sa fille a raté le concours de médecine. Elle a fait une crise, c'est-à-dire une souffrance à la puissance 10 ou 5. Mais pourquoi, moi je me demande, pourquoi vous aimez la souffrance? Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas cette culture de joie? Pourquoi vous voulez quelque chose à tout prix? Pourquoi vous vous cassez la tête? Bonsoir tout le monde. Pourquoi vous vous cassez la tête pour avoir quelque chose à tout prix? Pourquoi vous forcez les belles choses? Il ne faut jamais forcer les belles choses. Et il faut apprendre à s'aimer. Tu aimes la médecine, t'as pas pu faire médecine, n'oblige pas ta fille à faire la médecine. N'attends pas. Donc, moi, je me demande, quand sa fille avait 14 ans, c'est-à-dire que la dame a déjà souffert 14 ans, et elle allait souffrir 4 ans de plus pour que sa fille devienne doctoresse. Mais ça, c'est grave, ça. Ce sont des années de souffrance. Je vais bien expliquer les choses. Une année, plusieurs années de souffrance, c'est-à-dire plusieurs années de sommeil qui n'est pas réparateur, plusieurs années de stress de fond, plusieurs années de cortisol, plusieurs années d'adrénaline, c'est-à-dire que tu vas exposer ton organisme, ton corps, à un risque de développer une maladie chronique comme le diabète. Donc moi, quand je parle avec les diabétiques, je remarque des catastrophes. Attention, pourquoi une personne est devenue diabétique, l'autre non? La culture de joie a un rôle important dans la prévention des maladies liées au stress. Ok? Merci, c'est gentil. Alors, ça c'était juste un exemple pour vous dire que quand on veut traiter quelqu'un qui a un problème de tabagisme, par exemple, il ne faut pas lui demander arrête de fumer, prends la cigarette électrique, essaie de changer ton entourage, essaie de changer les gens que tu fréquentes, essaie de changer les endroits que tu fréquentes. Non, je pense que c'est pas très intelligent de dire des choses qui n'ont aucun sens.
Parce que lui, il a 40 ans. C'est un tabagique depuis 10 ans, depuis 30 ans, depuis je sais pas moi. Donc lui, je pense qu'il n'est pas stupide. Quand on dit à quelqu'un quelque chose qui est très très banal, qui est très simple, qui est très connu, il sait très bien que le tabagisme expose les gens à un risque de développer un cancer. Tout le monde sait ça. D'accord? Et pourtant, il y a plusieurs personnes qui fument. Donc je pense que ça n'a aucun sens de demander à quelqu'un de faire quelque chose. Parce que ce n'est pas un robot. Il faut arrêter de donner des ordres aux patients. Il faut comprendre. Si on a cette confiance en soi, de prendre notre temps, d'écouter le patient, de lui donner toute la raison, de lui donner tout le temps, de lui accorder toute l'attention, je pense que c'est déjà merveilleux. Voilà comment on pratique la médecine. Premièrement, tu as vécu avec une maman. Tu as passé avec elle plusieurs années. Elle t'a programmé. Elle a fait de toi ce qu'elle voulait. Ok? Elle a fait de toi ce qu'elle voulait faire. Ou des fois, elle ne sait même pas comment tu as évolué. Par exemple, un enfant gâté. Et puis, un enfant gâté, c'est forcément un enfant manipulateur. Donc, il y a un livre qui s'appelle « Je t'aime, donc je ne céderai pas ». C'est-à-dire, il faut apprendre à ne pas céder à toutes les demandes de son enfant. Donc, une maman qui n'a pas une grande confiance en soi, elle risque de tomber dans un problème, lequel c'est de gâter son enfant. Un enfant gâté, c'est un adulte raté. Donc là, la mère va être très gentille, très aimable, va faire tout ce que tu veux. Elle va réaliser toutes tes demandes. Mais là, tu vas souffrir. Elle va te faire souffrir. Est-ce que vous avez touché ce que je veux dire? Est-ce que vous avez bien saisi ce que je veux dire? C'est-à-dire que la maman peut très bien nuire à toi, à ta santé psychique, mentale, à ta personnalité, à ta confiance en soi, même s'il est gentil, même s'il est aimable. Donc il suffit pas d'être pour être une bonne maman, il suffit pas d'être aimable, gentille, douce, tu réalises tout ce que je veux. Non. Pour être une bonne maman, il faut être une bonne personne, il faut avoir de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quoi? Ce n'est pas de punir, ce n'est pas d'être autoritaire, non. On va différencier entre autoritaire et confiante. C'est très bien, docteur. Merci, Sidi. Oui, malheureusement, très bien. Maintenant, on va parler de la mère manipulatrice, perverse, narcissique. C'est une catastrophe, ok? Mais, pour libérer un patient de l'emprise de sa mère, il faut toujours garder dans l'esprit qu'on ne peut pas et on n'a pas le droit de demander au patient de couper tout lien avec sa maman. Pourquoi? Parce que c'est pas intelligent. Parce que même si tu t'éloignes de ta maman, tu vas pas te libérer. Ça va pas t'aider à te libérer de son emprise. Même après le décès de ta maman, tu vas toujours rester lié à elle. Pourquoi? Parce que tu es programmé. On a mis un programme dans ta tête et le programme va rester dans ta tête jusqu'à la mort. Sauf si tu comprends et tu acceptes ce problème et tu admets que ta maman n'est pas un diable. Non, c'est une dame qui n'est pas normale. Donc la façon de procéder, comment on décrit les choses à un patient est très importante. Pourquoi? Parce que malheureusement, ce qu'on voit actuellement sur les réseaux sociaux, dans les lives, cela reflète un grand manque de professionnalisme chez les coachs qui ne doivent même pas exister. Moi, je pense que le métier de coaching ne doit pas exister. C'est du n'importe quoi, c'est du commerce. Et ce n'est pas du commerce, non, parce que le commerce, tu peux très bien vendre des t-shirts, il y a aucun mal. Mais quand tu quand tu es vendeur de rêves, mais ça c'est grave. Il y a des psychiatres qui traitent les malades. Moi, je suis médecin généraliste, je suis capable d'aider partiellement, mais je le fais pas. C'est pas mon travail, c'est pas ma responsabilité, c'est pas ma spécialité. Donc, les erreurs je veux que mon live soit pratique et soit très bénéfique pour vous. Je vais vous donner les erreurs, ok? Faites très attention à ça.
Et essayez de discuter ça avec votre médecin, ou c'est-à-dire votre confident médical. Je pense qu'il y a un commentaire, ni autoritaire ni nourricière, le juste milieu et la langue adulte donne confiance aux enfants. Oui, oui. Il faut s'assurer, il faut même avoir comme une sorte d'accusé de réception. Pour savoir si il faut s'assurer que ton enfant a de la confiance en soi. Et pour en être sûr, je pense que c'est pas très coûteux de solliciter un pédopsychiatre, même une seule fois durant l'enfance. Je pense que c'est pas très 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 cher de consacrer ou de sacrifier quelques sous pour ton fils, pour qu'il arrive à jouir d'une confiance en soi équilibrée et d'une personnalité équilibrée. Parce que ton enfant, un enfant qui n'est pas très confiant en lui, à l'âge adulte, il va souffrir, il va être manipulé. Sauf si tu veux manipuler ton fils. Alors là, c'est autre chose. Je pense que le métier de coach doit être encadré par les psychiatres. Oui, ça ne doit pas exister. Il y a aucun métier qui s'appelle coach. Il y a un métier qui s'appelle coach professionnel. Ça, j'adore. Ça, on en a besoin. C'est-à-dire, il y a des gens, il y a déjà des Marocains qui le font et ils sont merveilleux. Et ce que j'aime en eux, c'est que ils ne traitent jamais les maladies. Mais quand un coach qui ignore toute la médecine essaie de parler d'une maladie, mon Dieu, mais moi j'ai envie d'arracher mes cheveux parce que je trouve le danger. Je vais vous expliquer ça très doucement par rapport en utilisant l'exemple de la mère perverse narcissique. J'avoue que j'étais pas satisfait de mon passage chez le pédopsychiatre. Vous n'étiez pas satisfait? Ah d'accord. Bon, je peux pas. Il a prescrit des comptes et de la pâte à modeler pour mon fils. Ah, je peux pas. On n'a pas le droit de parler d'une autre consultation d'un autre confrère, mais voilà. On a appris à ne jamais commenter la consultation d'un confrère. Mais sinon, je souhaite tout le bonheur à votre fils. Les médecins, non seulement ils soignent toutes les maladies, mais ils disent du mal des autres. Non, non, non. On dit jamais du mal aux autres. On n'a même pas le droit de parler des autres. Oui, un enfant hyperactif. Ah, d'accord. Mais je pense que le fait de prescrire des jeux comme la pâte à modeler, tous les jeux manuels, moi j'aime beaucoup ça parce que ça aide l'enfant hyperactif à dissiper une énergie très très importante qu'il a. Et puis, moi je pense qu'il y a des enfants qui sont très 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 intelligents. On peut ouvrir cette petite parenthèse si vous permettez pour répondre à Monsieur Amine. Est-ce que vous êtes d'accord? Juste une petite parenthèse par rapport aux enfants hyperactifs. Non, non, aujourd'hui mon fils est adulte. Il a franchi le cap. Ah d'accord, il est adulte. Très bien. Est-ce que je peux, ouvrir une toute petite parenthèse pour répondre à Monsieur Amine? On est dans le sujet de la mère perverse narcissique. J'aimerais bien parler de l'enfant hyperactif. Vous voulez dire des psychanalystes? Non, c'est lui qui a rapporté son histoire. Moi, j'ai rien dit. Vous savez, en médecine, c'est comme dans la gendarmerie royale. Dans la gendarmerie royale, il y a toujours des chefs. Il faut respecter les chefs. Ok? C'est la même chose en médecine. On a appris à ne jamais dépasser nos limites. Sinon, on ne valide pas le stage, sinon on ne réussit pas. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux et moi je suis pour. Moi j'aime beaucoup cette façon de traiter. Alors, vous me donnez le feu vert, on peut parler de l'enfant hyperactif si vous permettez. Il n'y a personne qui me répond. On dirait que vous êtes fâché. Ok, oui, très bien. Alors moi ce que j'ai remarqué dans mon exercice, parce que moi je suis une jeune doctoresse, euh, donc j'ai remarqué beaucoup de problèmes de santé qui n'existaient pas avant, liés aux écrans.
c'est-à-dire tablette et téléphone, PC portable, ok? Personal computer. Ce que j'ai remarqué, moi, c'est que si un enfant est hyperactif, bien sûr, normalement, il va devoir passer par la station de médecine générale pédiatrique, c'est-à-dire le pédiatre. Le pédiatre, c'est le généraliste des enfants. Mais salutations à tous les pédiatres. Qu'est-ce qu'il va faire le pédiatre? Il va examiner votre fils, il va lire le carnet de santé, il va voir est-ce que tout va bien, il va vous demander, vous poser des questions par rapport à... On fait toujours ça, même moi en médecine générale, je le fais, je le mentionne sur le dossier. Donc, premièrement en pédiatrie, qu'est-ce qu'on fait? Ou en examinant un petit. La première chose que j'écris moi sur le dossier, la première chose, grossesse menée à terme ou enfant prématuré ou je sais pas moi. Donc, par exemple, grossesse menée à terme, c'est-à-dire qu'elle a terminé la grossesse, 9 mois, par voie basse ou par césarienne, d'accord? Si c'est par voie basse, est-ce qu'il y avait un forceps? La présentation, c'était une présentation de siège? Est-ce que, d'accord, en restant toujours dans la voie d'extraction du fœtus, c'est-à-dire est-ce que la femme a accouché par son vagin ou on a fait une chirurgie, c'est-à-dire on a fait une incision, ce qu'on appelle une césarienne. Feinstein, c'est-à-dire on ouvre, on fait une incision et on fait sortir l'enfant et puis on fait des sutures. Ok? Des sutures. Donc, je dois mentionner, est-ce que la grossesse, on a terminé toute la grossesse ou on a accouché prématurément? Deuxièmement, quelle voie? La voie basse ou la voie haute, c'est-à-dire la césarienne? Et si on a fait la césarienne, il faut toujours mentionner dans le dossier pourquoi on a accouché par voie haute. Est-ce qu'il y avait un HRP, hématome rétroplacentaire? Est-ce qu'il y avait une souffrance fœtale aiguë? Est-ce que je dois savoir qu'est-ce qui s'est passé? Une prééclampsie, je dois savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi on a opéré? Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des femmes qui savent même pas pourquoi ils ont été opérés. Il y a d'autres femmes qui te disent, moi, je ne veux pas accoucher par voie basse. Ça, c'est une catastrophe. Parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Si tu ne veux pas souffrir, c'est simple. Il y a, il y a beaucoup de choses qu'on demande à la dame de faire depuis le début de sa grossesse. Et puis, au 9e mois, on demande à la dame s'il n'a pas de contre-indication de faire des rapports sexuels régulièrement parce que ça aide à accoucher même sans épisio. C'est-à-dire, des fois, on n'a même pas besoin de faire l'épisiotomie, c'est-à-dire le relais, mais à condition de ne pas avoir un problème, une contre-indication. Par exemple, placenta prévia, c'est-à-dire placenta bas inséré, ou autre chose. Alors, on a dit que avant d'examiner les enfants, il faut toujours mentionner toutes les informations, tous les renseignements en rapport avec la grossesse, l'accouchement, la souffrance, c'est-à-dire quand il était dans le ventre de sa maman. Est-ce que sa maman prenait un médicament? Est-ce que sa maman prenait des psychotropes? Est-ce que sa maman prenait un médicament parce qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte? Est-ce que la maman a tenté d'avorter d'une façon naturelle, c'est-à-dire en prenant quelque chose? Est-ce que la maman a reçu des coups ou a eu, par exemple, une crise AVP ou autre chose durant la grossesse? Est-ce que c'est un enfant non désiré? Alors là, on va ouvrir une grande parenthèse de la schizophrénie et on va la fermer sur le champ. Quand j'étais stagiaire en psychiatrie, les professeurs posaient toujours cette question à la maman du patient par rapport à la grossesse. Vous n'allez pas croire que les enfants non désirés, c'est-à-dire soit les enfants des mères célibataires ou les enfants dont les parents n'étaient pas très satisfaits, ne désiraient pas leurs enfants, et surtout quand il rappelle ça à ses enfants, c'est-à-dire elle lui dit, moi je voulais pas que tu viennes dans ce monde. Alors ça expose l'enfant à un risque incroyable de développer des psychopathies et des pathologies psychiques très 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 difficiles à gérer. Et je pense que c'est très injuste de la part des parents de dire à un enfant, j'avais pas envie que tu viennes dans ce monde. Mais je pense que ça n'a aucun sens de dire ça à un enfant. C'est très agressif.
C'est très agressif. Je pense que c'est un crime, moi. C'est un crime de dire à un petit, j'avais pas envie que tu viennes. Ou de dire à un petit après le divorce, tu ressembles à ton père, je te déteste. Un divorce mal vécu, un divorce doit toujours être traité par un psychiatre. Parce que si tu ne traites pas les problèmes de santé et les... Merci beaucoup. Si on ne traite pas tous les complexes et toutes les souffrances et toutes les croyances et toutes les peines et tous les conflits secondaires au divorce, on aura une souffrance cachée, une souffrance qu'on ne voit pas, une souffrance que même les juges ne peuvent pas découvrir. Pourquoi ils ne peuvent pas découvrir ça? Parce que pour les découvrir, ils doivent interroger les adultes, les criminels. Si on interroge les criminels, moi j'ai eu la chance d'interroger des criminels dans le service de psychiatrie, croyez-moi, la criminogénèse est une science qui est très 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 importante et c'est une science qui mérite d'être bien analysée et bien étudiée, parce qu'il y a beaucoup de choses à extraire, beaucoup de choses à découvrir. Si on fait une étude sur, par exemple, tout un établissement, c'est-à-dire une prison, on peut découvrir les vraies causes de la criminogénèse. Et on va découvrir que les mamans sont les principales causes de criminogénèse. Les mamans, je dis pas le papa. Parce que le papa, c'est un enfant. Au fond de lui, il y a un petit enfant et il a été victime d'une mauvaise éducation par la maman. D'accord? Donc tous les hommes de toute la planète ont été enfants et ont été éduqués et élevés par des mamans. Voilà pourquoi moi je responsabilise jamais les hommes. Pour moi, les hommes, ça n'existe pas. Les hommes sont des petits, les hommes sont des bébés qui ont grandi. Ok? Tous les hommes, pour moi, tous les hommes sont des bébés. Ils ont été bébés entre les mains d'une maman. Donc si on veut faire quelque chose, il faut traiter les mamans. Si on veut améliorer quelque chose, il faut écouter et traiter et soigner et prendre soin de la maman et lui donner lui accorder tout le temps pour lui accorder une formation avant le mariage. Avant le mariage, pourquoi? Parce qu'une maman qui va bien ne va pas choisir un mauvais papa. Point. Une femme qui va très bien sur le plan psychique, les femmes qui vont très bien ne se marient pas. Pour vous dire. Tardent pour se marier parce que c'est normal. Parce que plus tu es cultivé, plus tu connais le monde, plus tu connais les pathologies psychiques et mentales, plus tu découvres, tu peux déceler rapidement et dépister rapidement les problèmes de santé psychique et tu vas rester célibataire toute ta vie. Attention, si on ne se marie pas tout, on ne se mariera jamais si on apprend beaucoup de choses sur les mentalités. Shalom. Alors, monsieur, vous m'avez déjà insulté quand je faisais mes lives en arabe. Voilà pourquoi je vais vous bloquer. Je ne veux pas de vous. C'est comme ça. La politesse est importante, obligatoire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Lalla Keltoum. Bonsoir Zakaria. Ce n'est pas bien de dire à son enfant qu'il est venu au monde par accident. Oui, ça fait mal. Ça fait mal, il faut jamais dire ça. Bravo. Alors, on parlait de quoi? On parlait de les particularités du dossier médical d'un enfant. Quand je vois un enfant au cabinet, je me renseigne sur la grossesse. Est-ce qu'elle était menée à terme? Est-ce qu'on a accouché par voie basse ou par césarienne? Si c'est par césarienne, pourquoi on a opéré la dame? S'il y avait un problème durant la grossesse, par exemple, un diabète gestationnel, c'est-à-dire le diabète de la grossesse, ou une hypertension gravidique ou une prééclampsie, la différence c'est l'hypertension artérielle gravidique, c'est de l'hypertension durant la grossesse, mais la prééclampsie, c'est-à-dire que en plus de l'hypertension artérielle de la femme enceinte, tu as un problème au niveau des urines, au niveau rénal, tu as une protéinurie, ok? Et sur le plan clinique, tu as autres signes comme les œdèmes et tout, mais par définition, c'est
la pression artérielle qui est augmentée et la présence de protéines dans les urines. Donc tout ça, ça doit être mentionné. Il faut chercher est-ce qu'il y avait un problème durant la grossesse, c'est-à-dire dans le carnet de santé ou dans le carnet de santé de la dame, on peut par exemple trouver, oui, le poids de naissance, c'est important, c'est-à-dire une macrosomie ou ou l'inverse. Ou est-ce qu'on avait un oligoamnios, c'est-à-dire une diminution du liquide amniotique, le liquide où baigne le fœtus. Tout ça, c'est important. Alors, quand j'ai un enfant, par exemple, qui a un problème respiratoire, je dois savoir est-ce qu'il a terminé sa grossesse, sa croissance intra-utérine. Pourquoi? Parce que nous avons une matière qui s'appelle le surfactant. Le surfactant, c'est quoi? C'est une matière, c'est quelque chose que le bon Dieu a créé, superficie, tout autour de véole, petits sacs qui vont se remplir par de l'air dans le poumon. Pourquoi? Parce que le surfactant a la particularité d'avoir une pression négative. Pourquoi cette pression négative? Pour permettre aux petits sacs remplis d'oxygène de bien s'expandre, de bien gonfler et simuler. C'est tellement miraculeux ce qui se passe dans notre corps. Donc, tu as une substance qui doit normalement être là. Pourquoi? Pour t'aider à bien respirer. Voilà pourquoi des fois, on est amené à demander, à injecter des corticoïdes à la dame durant la grossesse. Pourquoi? Qu'elle n'a pas encore terminé la grossesse. Dans certains cas. Par exemple, une femme qui contracte, elle n'a pas encore terminé 34 semaines. Alors, on a dit la grossesse, l'accouchement, la naissance. J'ai besoin de savoir est-ce que l'enfant a été vacciné. C'est important. Je dois savoir si c'est vacciné, je mets entre parenthèses, est-ce que le carnet a été vu ou pas. C'est important. Ça, dans les services de pédiatrie, mes salutations à tous les profs de pédiatrie, vous êtes mal. Quand je dis que le patient a été bien vacciné selon le PNI, le Programme national d'immunisation, je dois mettre entre parenthèses, est-ce que le carnet a été vu ou pas. Par la suite, je passe à l'allaitement. L'allaitement, je dois mentionner, est-ce que l'allaitement a été maternel exclusif et pendant combien de temps? Par exemple, allaitement maternel exclusif pendant 6 mois ou allaitement maternel exclusif en cours si le patient est toujours nourrissant, c'est-à-dire à moins de 2 ans. Et puis, je dois mentionner l'âge de début de la diversification, c'est-à-dire quand est-ce que la dame a commencé à donner à son enfant des aliments comme les adultes très progressivement. Tout ça, c'est important. Tout ça, parce que l'alimentation, la digestion est en rapport avec le développement psychomoteur de l'enfant. Tout. Ok. Voilà pourquoi je pense qu'avant de passer à la station de pédopsychiatrie, c'est important de passer par le général, le pédiatre, s'assurer de tout ça, pour analyser tout ça, pour examiner l'enfant, pour demander des bilans si on a besoin, pour traiter un retard staturo-pondéral, pour savoir est-ce que tu as un problème cardiaque en rapport responsable de ce problème staturo-pondéral. Il faut tout chercher, ok? En médecine, on trouve ce qu'on va chercher. Et après, on passe en pédopsychiatrie. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, la petite part que je voulais dire, c'est que il y a des qui ressemblent à des autistes. Ce ne sont pas des autistes. Ce sont des enfants qu'on a parasité leur développement neurologique. Pourquoi? Parce que le bon développement neurologique, je vais vous juste un tout petit exemple. Si tu donnes à ton enfant, par exemple, la pâte à modeler, ok, il va jouer. Ça va l'aider à bien développer ses neurones. Si tu donnes à ton enfant, par exemple, un jouet très traditionnel, ok, c'est très bénéfique pour lui. Si tu donnes à ton enfant, par exemple, juste une poupée, il va la casser pour découvrir et tout. Si tu lui donnes, par exemple, un petit camion en plastique, il va le décomposer et c'est très important pour lui, ok?
Mais si tu parles avec ton enfant, si tu fais des grimaces, si tu fais des mimiques, si tu chantes de mimiques, si tu fais, tu joues avec lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te regarder. Très bien. Donc nous avons un organe de sens. Nous avons ce pouvoir de regarder, de voir, est très important dans le développement psychique de l'enfant, neurologique de l'enfant. Moi, ce que j'ai remarqué chez les gens qui ont ce problème-là, ils sont très hyperactifs, ils ont un problème d'attention, ce sont ni hyperactifs ni autistes. Ce sont des enfants qui ont été victimes d'une éducation basée sur la technologie. Vous savez qu'avant 3 ans, les enfants n'ont pas le droit, absolument pas le droit de regarder un écran, de prendre un écran. C'est interdit. À moins de 3 ans, c'est interdit. Vous savez, les enfants qui ont l'habitude de voir les chaînes sur la télé, les chaînes de dessins animés, les chaînes des petits, je ne veux pas les nommer pour ne pas avoir des problèmes avec eux. Alors, quand tu continues à voir ce type de séries, les mamans en général, ils se sentent plus libres et ils pensent que c'est une solution pour pouvoir occuper le petit. Très bien. Tu occupes ton petit en le mettant en face de la télévision. Il est calme, il ne bouge pas, tout va bien. Toi, tu es à l'aise. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, madame, c'est que ton enfant, il ne comprend pas les expressions faciales. Et moi, quand je parle au patient, le petit ou l'enfant a un visage comme le visage des Parkinsoniens, un visage figé. Il ne sait même pas comment bouger les muscles de sa face. Il ne peut même pas exprimer un truc par son visage. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Tout type confondu. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui n'a pas l'air normal et ce qu'il fait, il n'a pas la capacité de faire bouger les muscles de son visage, il n'est pas capable de sourire, il n'est pas capable de rire, il n'est pas capable de sourire, il n'est pas capable même de hausser les sourcils, il n'est pas capable d'utiliser les muscles de sa face. Pourquoi? Parce qu'il a été habitué à voir des visages figés, ce sont les dessins animés. Ok? Donc, regardez des visages figés, ça va retentir sur la capacité de votre fils à s'exprimer facialement. Ok? Et le petit, il ne comprend pas ce que tu lui dis. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as jamais accordé du temps à ton petit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le regarder. Le contact visuel est très important dans le développement et dans l'éducation et même dans la confiance en soi du petit. Tu dois le regarder, yeux dans les yeux, et lui parler, et sourire quand il a dit quelque chose de drôle. Ok? Il faut jouer avec son visage. Les enfants, ils comprennent très bien ça. Est-ce que cela a un lien avec le complexe d'Oedipe? En fait, moi, j'aime pas trop parler du complexe d'Oedipe parce que les professeurs en médecine n'aiment pas parler de ça. Nous, ce qu'on fait, c'est traiter cas par cas. Moi, personnellement, je n'aime pas parler du complexe d'Oedipe. Parce que je n'aime pas les mythes en médecine, on n'aime pas les mythes. Il y a une grande histoire des mythes et tout. Je préfère qu'on traite cas par cas. Mais sinon, je respecte votre avis. Dis-nous les conséquences, docteur, de la manière dont on est né, c'est-à-dire du carnet. Dont on est né, c'est-à-dire du carnet. Les conséquences, j'ai pas bien compris votre question. Si vous pouvez juste m'expliquer ce que vous voulez dire, et avec grand plaisir, je vais vous répondre. Bonsoir, Lala Soleil. Alors là, on va fermer la petite fenêtre de l'enfant hyperactif. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se précipitent à diagnostiquer les enfants comme étant des autistes, alors qu'ils ne sont pas des autistes, ce sont des gens qui ont été mal élevés, mal éduqués, qui ont été exposés pendant des heures et des heures aux écrans, aux dessins animés,
à l'apprentissage passif. Et du coup, un enfant qui reste figé et il bouge sa bouche de la même façon que le dessin animé bouge sa bouche. Je pense que c'est très très morbide pour la santé. On ferme cette fenêtre et on reprend notre sujet. Une mère perverse narcissique, d'une façon très simple, c'est une mère qui manipule. C'est-à-dire quoi manipuler? C'est-à-dire je veux faire de toi tout ce que je veux. C'est-à-dire elle a du pouvoir. C'est-à-dire elle est plus intelligente que toi. Vous m'avez répondu par la suite. Ah, d'accord, je vous en prie. Donc, toi, si tu as 40 ans et que tu avais une mère manipulatrice perverse narcissique, des fois, il y a des gens âgés de plus de 40 ans et ils ne savent pas que leur mère est manipulatrice. Pourquoi c'est difficile de découvrir ça? Premièrement, par exemple, chez nous au Maroc, les musulmans ou les non-musulmans ou tout le monde, mais particulièrement chez les musulmans, c'est interdit de dire quelque chose de mal de sa maman. Donc toi, quand tu parles de ta maman, tu as l'impression que c'est de la médisance. Tu as l'impression... Oups. Tu as l'impression que tu es un mauvais type. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut traiter ça intelligemment. C'est-à-dire que si tu veux pas te sentir coupable, si tu veux pas croire que tu as parlé du mal de ta maman, si tu veux pas te sentir coupable parce que tu as dévoilé des secrets familiaux, c'est simple. Tu vas les dévoiler à quelqu'un qui n'a pas le droit de dévoiler, c'est-à-dire le médecin. Point. Si tu es musulman et tu veux traiter les choses d'une façon religieuse, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut recourir à quelqu'un qui a fait des études et qui a un poste dans tout ce qui est en rapport avec la religion, sharia. Ok? Dans ce moment-là, c'est à lui, c'est à lui, normalement, d'éclaircir les choses pour tout le monde. Donc, toi, tu as peur d'un jugement. Parfait. On a tous peur d'être jugé un mauvais enfant. Ok? On a tous envie d'être pieux. Très bien. Merci pour le sujet. Ah, avec grand plaisir. Donc, tu as une peur d'être culpabilisé. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Tu te sens mal, tu te dis, ah non, moi, ma mère a toujours été gentille, elle a toujours été là pour moi, elle m'a toujours aidé, elle m'a donné de l'argent, elle m'a donné, elle m'a accouché, elle m'a mis au monde, elle a souffert durant la grossesse, et elle m'a offert beaucoup de choses, elle me pardonne toujours, mais pourquoi je dis quelque chose de mal d'elle? Voilà pourquoi tu restes toujours coincé dans un cercle vicieux, parce que tu te sens coupable. Et qu'est-ce qui te pousse à te sentir coupable? Je parle de mes patients. Pourquoi ils se sentent coupables? Parce qu'il y a la société. Il y a la société qui juge. Donc toi, tu es jugé. Il y a quelqu'un qui vient pour te juger, pour te dire tu es un mauvais type, tu es un mauvais individu, tu es mal élevé, tu n'es pas reconnaissant. D'accord? Quand quelqu'un te juge, tu vas souffrir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas permettre à quelqu'un de te juger. Donc il ne faut jamais raconter cela aux gens. Il faut les raconter à quelqu'un qui sont censés et qui ont la capacité de t'aider sans te juger. C'est-à-dire des gens qui ont... voilà, sans dire autre chose. Donc, qui est-ce qui pourra t'aider sans te juger? Ce sont les gens qui normalement n'ont pas le droit de te juger. Nous avons deux. Il y a le médecin et puis il y a, comme je vous ai dit, Daïa. Il n'a pas le droit de te juger. Il est là pour te montrer, par exemple, la religion. Moi, en médecine, au début, j'étais coincée. Pourquoi? Parce que quand on dit aux patients que tu n'es pas quelqu'un de mauvais parce que tu m'as raconté ça, ou tu n'es pas quelqu'un de mauvais si tu fais ceci, les patients... D'abord, les patients ne répondent pas tous les médecins. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être jugés par le médecin. Et moi, je fais très attention à ça. Donc, premièrement, je commence par mettre en confiance le patient.
quand je le mets en confiance, il me dévoile des trucs en rapport avec sa religion. Donc ça, c'est bien. Parce que nous, en médecine, on doit respecter toutes les religions. C'est-à-dire, si un catholique vient me dire c'est interdit dans notre religion, je ne dois pas lui demander de se convertir en islam. C'est interdit. Il peut porter plainte contre moi. Si un juif vient me dire ça c'est interdit dans ma religion et je me sens coupable, j'ai pas le droit de lui dire non, c'est acceptable en islam. J'ai pas le droit. Il peut porter plainte contre moi. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois respecter l'intimité et les particularités de chaque croyance. Voilà le vrai sens de la tolérance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si je trouve quelqu'un, que ça soit juif, musulman ou n'importe quelle religion ou croyance, s'il se sent coupable, je dois l'aider à revoir un savant dans sa religion et c'est à lui de le rassurer parce que je pense que dans toutes les religions, il y a toujours une explication, il y a toujours une logique. Parce que nous, les musulmans, on croit très bien que les catholiques, les juifs et tout, on croit à leur prophète. Donc on sait que la vraie religion est juste. Mais l'explication peut très bien différer d'un individu à l'autre. Par exemple, en islam, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'islam. Moi-même, je ne le comprends pas très bien. J'essaie de faire un effort. Mais je ne le comprends pas très bien. J'essaie toujours d'apprendre de nouvelles choses. Donc, pour apprendre le bon islam, le vrai islam, je dois continuer à demander aux gens qui ont étudié ça. La même chose pour les juifs, pour les catholiques. Alors là, un médecin qui n'a pas étudié ça ne peut pas aider le patient. Donc, quand je ne peux pas t'aider dans un domaine, qu'est-ce que je fais? Je vais t'orienter et je vais te demander de chercher quelqu'un qui est bien instruit dans ce domaine. Et au contrôle, le jour du contrôle, tu vas venir me voir, bien sûr, et tu vas me dire que t'as dit ton seigneur ou ton, je sais pas seigneur, pardon, le savant de ta religion ou de ta communauté ou bon, de ce que tu y crois. D'accord? Parce que l'essentiel pour moi, c'est d'assurer ton bien-être. Voilà. C'est que tu sois à l'aise, c'est ne pas te pousser à te venger, c'est d'amortir le choc, c'est de réduire la tension que tu as dans ton cœur, c'est de t'aider à vivre avec ta mère perverse narcissique sans la heurter et sans et se protéger d'elle. Ok, tu dois te protéger de ta maman. Mais si tu as des croyances religieuses qui ne sont pas correctes, je t'oriente à quelqu'un qui est bien instruit dans tout ce qui est en rapport avec ta religion. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vais vous donner un exemple en islam. En islam, il y a des gens qui te disent, moi je ne peux pas dire non à ma maman, parce que c'est interdit en islam. Très bien. Moi quand j'ai cherché en islam, j'ai trouvé qu'il y a des cas où on ne peut pas dire oui à notre maman. Mais il faut toujours rester gentil, aimable, doux, diplomate, sans vexer. Et on ne doit pas couper les liens avec notre maman, même s'il est perverse narcissique. C'est difficile. Alors, c'est là où réside l'intelligence du médecin psychiatre. Le médecin psychiatre, quand il travaille d'une façon professionnelle intelligente, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il doit te protéger. Te protéger de quoi? Premièrement, te protéger de ta maman, qui est perverse narcissique. Et deuxièmement, te protéger du sentiment de culpabilité qui te tue ou qui va t'écœurer. Par exemple, si tu coupes les liens avec ta maman, tu vas souffrir. Si tu restes avec elle, tu vas souffrir. Tu vas toujours te sentir coupable. Donc, tu as un ennemi. Les gens qui ont été victimes d'une maman manipulatrice, ils ont un ennemi qui est très 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 fort, c'est le sentiment de culpabilité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut identifier ce point. Quand tu identifies ce point qui est la culpabilisation, tu sais au moins qu'est-ce qui te fait souffrir. On peut vivre sans se culpabiliser. Donc là, on va tout oublier et on va se concentrer sur la mère qui culpabilise ses enfants. D'accord?
Il y a plusieurs mères qui ont en commun ce caractère-là de culpabiliser. Nous avons la mère manipulatrice, nous avons la mère victime, nous avons la mère perverse narcissique. Et, je ne peux pas vous cacher, dans les pays sous-développés où on voit développement, toutes les mamans savent très bien comment culpabiliser ses enfants. Il y a une partie des mamans qui croient que c'est intelligent de leur part. Il y a des mamans qui le font sans faire attention. Il y a des mamans qui font un déplacement de sentiments, c'est-à-dire elle veut culpabiliser ses parents à elle, elle veut culpabiliser, elle veut reprocher et faire des reproches à son partenaire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle culpabilise le plus faible, le plus vulnérable. Le plus vulnérable pour une maman, c'est les enfants. Donc toi, pendant 30 ans, 40 ans, tu as toujours été petit dans les yeux de ta maman. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se déplacer, il faut créer des associations pour protéger les enfants de leur maman parce que les enfants ne parlent pas. Qu'est-ce qui se passe dans les maisons? On ne sait pas. La pression psychique, on ne sait pas. La violence familiale, on ne sait pas. On ne sait pas tout ça. On ne sait pas. Il y a des enfants maintenant il y a des enfants qui ont l'impression, qu'ils ont l'air d'être bien éduqués, bien élevés, qu'on prend soin d'eux, mais ils sont en train de souffrir. Il y a des enfants qui ne dorment pas la nuit. Moi, quand je parle avec un enfant, des fois, je prie la dame de bien vouloir laisser l'enfant terminer sa réplique. Mon Dieu, mais c'est grave ce qui se passe. Voilà pourquoi moi, je m'intéresse aux détails. Parce que moi, mon travail principal, c'est le sevrage. Pour vous dire. Mais quand tu veux aider un patient à sevrer, tu ne peux pas lui dire arrête de fumer. Ce n'est pas un robot. Ce n'est pas un esclave. Ce n'est pas un soldat chez toi, tu lui dis mets-toi ici, mets-toi là-bas. C'est un cœur, c'est une personne, c'est un cerveau, c'est une dignité, c'est une personnalité. C'est un cœur, c'est un ensemble de sentiments. Nous, on est un ensemble de sentiments. Donc d'abord, on commence par respecter les sentiments du patient, tout en restant professionnel. C'est-à-dire, vous allez rigoler, mais il faut toujours le mentionner. Quand je respecte tes sentiments, si tu tombes amoureux de moi, c'est ton problème à toi. Mais pour que tu ne tombes pas amoureux de moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être professionnel. C'est-à-dire, revenons à la différence, à la comparaison entre médecin et coach. Médecin, il a un bureau. Coach, il traîne dans les réseaux sociaux et il te contacte en privé. Il fait des consultations. Ça, c'est méchant. J'ai un bureau, tu viens dans mon bureau. Si tu viens pas dans mon bureau, je ne fais pas la publicité. J'ai pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin de moi. Voilà la différence entre un médecin et un coach. C'est toi qui as besoin de moi. Moi, j'ai pas besoin de faire la publicité. On ne fait pas du commerce. On n'a pas de registre de commerce, nous, les médecins. On n'a pas. Vous voyez? Donc, bon, pour les Marocains, je vous conseille, si vous voulez vous faire suivre par un médecin, je vous conseille de partir chez un médecin du même sexe que vous. Je pense que je vous ai déjà expliqué tout ça. Alors, il y a des commentaires à lire. Tu es encore coincé dans la deuxième dimension. En plus du jugement, il y a la religion. Oui, la religion, c'est quelque chose qu'on doit traiter avec soin. Parce que tout ce qui est sacré chez le patient, on doit le respecter. Même s'il est différent d'une autre. Peu importe. La religion, les croyances du médecin, ça ne regarde que les médecins. Que le médecin. Il ne doit pas communiquer sa religion avec le patient. Il n'est pas là pour faire le pape ou le dieu ou je sais pas moi, le moine. C'est pas bien de parler pendant Eden. Ah, monsieur Frix, je vais devoir vous bloquer. Soit vous me suivez, soit vous me laissez tranquille. Madame Asma, cœur blanc. Merci. Bonsoir Sidi. Alors, alaikum salam. Donc là, c'est très long, c'est très fatigant de parler de la mère perverse narcissique. On va se concentrer sur un petit point, si vous permettez. C'est culpabiliser. Et on a dit que plusieurs femmes peuvent très bien le faire avec ses enfants. Plusieurs mamans peuvent très bien
s'armer de cette technique. Cette technique, je pense, elle est très mauvaise. Et des fois, les enfants héritent ce caractère de leur maman. Moi, ça m'embête que quelqu'un me culpabilise. Que je sois coupable ou pas, peu m'importe. Je suis coupable, on discute, on prend un café, tu me dis ce que j'ai fait, je vais réfléchir, je vais donner une explication. Si tu me parles gentiment, je vais te demander pardon. Si tu me parles violemment, je vais te demander pardon. Ok? Et c'est terminé. Et on passe à autre chose. Ok? Voilà, c'est très simple. On peut résoudre n'importe quel problème. Moi, personnellement, je peux résoudre n'importe quel conflit. Je peux tout pardonner. Ok? Je pardonne tout, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas importants dans ma vie, à part ma famille et mes amis. Ok? Donc, puisque les gens ne sont pas importants dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire? Je dois uniquement les respecter. C'est-à-dire, si je commets une erreur, je dois demander pardon. Je dois respecter mes limites. Je ne dois pas poser des questions intimes. Mais je ne dois pas prendre tout le monde pour une priorité dans ma vie. Parce que ce ne sont pas des priorités. Ce sont des invités. Tout le monde. Toutes les personnes que j'ai déjà rencontrées sont des étoiles, ok, que je vais mettre dans mon ciel. Et quand ils vont disparaître de ma vie, il faut savoir que le ciel sans étoiles est encore plus beau. D'accord? Il n'y aura que la lune. La lune, pour moi, c'est le Dieu. Un ciel avec des étoiles, un ciel avec la lune toute seule, je pense que c'est encore plus beau qu'un ciel tout bourré d'étoiles. Je pense que le message est bien compris. Vous aussi, vous devez penser à, à revoir les places que vous donnez aux gens. Est-ce que les gens sont une priorité pour vous? Non. Ce qui est prioritaire, c'est la famille. Dieu, pour moi musulman, Dieu, prophète, famille. Et ami que j'aime, qui m'aime. Tu dois m'aimer pour que je t'aime. Tu dois m'aimer. Si tu m'aimes pas, je t'aime pas. Je te respecte. Il n'y a pas que l'amour ou la haine, non. Il y a beaucoup de choses. Mais le respect est obligatoire. Moi, je respecte même les gens qui m'ont fait du mal, je les respecte. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de vivre en paix. La paix est très importante. Ok? Alors, je pense que le discours est un peu très très haut ce soir, mais c'est important pour rester en vie, il faut continuer à vraiment faire augmenter, élever votre niveau de discours et votre niveau de voir les choses. Docteur Lamère dans la sécurité émotionnelle. Oui, normalement, il devrait donner de la sécurité. Sentiment. Vous êtes poète autre que médecin, docteur? Non, non, non. J'ai déjà fait un tout petit... pardon. J'ai déjà fait une toute petite dédicace poétique, libre, pour mes parents, que j'ai récité avant ma soutenance. Et c'était juste magnifique. Ah, si vous voulez, je peux la partager en image. Très bien. Alors, la mère qui culpabilise ses enfants. On va essayer de rêver, ok? On va essayer de donner raison à cette maman. Pourquoi la maman culpabilise l'enfant? Premièrement, pour avoir de l'argent. Ok? On va parler d'une façon très 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 spontanée, vraie, originale, authentique, pratique, réelle. Ok? Je vais vous dire ce que je remarque avec mes patients, chez mes patients. Ok? Ce que je découvre avec mes patients. Pourquoi la maman manipule l'enfant? Pourquoi elle le culpabilise? Il y a plusieurs façons de manipuler. Mais celle qui torture les enfants, et même à l'âge adulte, c'est le sentiment de culpabilité. Et le problème, c'est que c'est pas significatif. C'est-à-dire que tu peux tout faire pour ta maman et te sentir coupable. Par exemple, elle te demande 5 millions, c'est-à-dire 50 000 dirhams, 5 000 euros par exemple. Toi, tu lui donnes 6 000 euros. Ok? Tu es très généreux, tu as donné 6 000 euros. Aujourd'hui. Demain, elle va te dire, oh mon fils, je veux partir par exemple acheter de la viande et puis j'ai besoin de 1000 dirhams.
Tu vas lui dire, ah maman, je suis vraiment désolée, mais je peux pas parce que j'ai fait mon calcul. Toi, tu es très spontané. Tu es honnête, tu es spontané, tu es clair, transparent. Tu as dévoilé à ta maman ton plan de travail. C'est-à-dire que, par exemple, tu as une certaine somme à dépenser durant la semaine. Tu as fait ton calcul. Tu as trouvé que, ou durant le mois, tu as trouvé que tu as 10 000 dirhams que tu allais juste épargner. Et tu t'es dit, pourquoi je ne la donne pas à ma mère? Donc, elle a demandé 5 000 dirhams, 5 000 euros. Toi, tu as eu la gentillesse de lui offrir, de lui donner 6 000 euros. Le lendemain, elle a fait une demande supplémentaire. Très petite par rapport à ce que tu as donné au début. Mais toi, tu as déjà fait ton compte. Tu as déjà fait tes calculs. Tu as déjà fait ton plan. Donc, pour elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rien juger. Elle va juger juste le fait, ou elle va capter juste le fait que mon fils a préféré ne pas, a préféré respecter son plan et ne pas respecter mon désir. Faites très attention, je vais donner les détails des détails. Ah oui, pardon, une toute petite question. Est-ce que vous aimez le fait que je donne des détails ou est-ce que vous trouvez que je donne trop de détails? Qu'est-ce qui vous arrange le plus? Parce que moi, je discute pendant longtemps avec les patients et ce sont les détails qui m'aident à les aider. Est-ce que ça vous dérange que je donne des détails? Non. Docteur, excuse-moi, hors sujet de la soirée, est-ce qu'il y a un autre vaccin de Corona? Merci beaucoup. Monsieur Abdelrahim, s'il vous plaît. Je me rappelle très bien de vous. Un jour, vous m'avez dit que vous êtes un médecin endocrinologue. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que vous m'avez menti ou est-ce que je me suis trompée de votre compte? À vous la parole. Est-ce que vous êtes médecin? Nous, on est en train de parler de la classe de la médecine 5 étoiles. Le délice, la petite cerise qui se met sur le gâteau, la petite cerise de la médecine, le top, le summum. On est en train de parler de la mère perverse narcissique, du cercle vicieux de la culpabilité, de comment elle culpabilise, et puis des détails de la culpabilité. C'est-à-dire, tu dois payer trop cher pour discuter avec un professionnel de santé psychique, pour qu'il t'accorde ce temps, pour qu'il te permette de t'exprimer. Moi, qu'est-ce que je fais? Je fais le résumé de ce que les patients m'ont déjà confié, et je suis en train de vous donner les détails des détails, et j'ai eu la gentillesse de vous demander est-ce que ça vous dérange que je donne des détails? Donc vous êtes un élément perturbateur. Vous êtes une source de dérangement. Je suis trop claire. Si vous êtes un médecin, si vous n'êtes pas un médecin, pourquoi l'autre fois vous m'avez dit que vous êtes médecin? C'est quoi votre profession, monsieur Abdelrahim? Belhay, c'est quoi votre profession? Est-ce que vous allez comprendre mon message? Ok, je vais vous répondre. Je vais répondre à votre question, mais j'aimerais savoir votre niveau d'études. C'est quoi votre niveau d'études? Est-ce qu'il y a un autre vaccin pour le corona? Ok, je vais vous répondre, mais c'est quoi votre niveau d'études? Est-ce que vous allez comprendre? Avec quelle vitesse je dois conduire ma réponse? Vous avez arrêté une conférence très importante parce que vous avez décidé d'arrêter. Et vous avez dit que je vais poser une question hors sujet. Donc vous avez une audace. Ce n'est pas de la confiance en soi, c'est de l'audace. C'est une audace qui est très négative. C'est une façon de perturber. Je vais vous dire quelque chose, monsieur. Je vais bien prendre mon temps pour répondre à votre question. De toute façon, pas de vaccin contre la toxicité d'une mère. S'il vous plaît, vous parlez de quoi? On parle de la mère toxique, la mère perverse narcissique. Alors, monsieur Abdelrahim, je vais vous donner un diagnostic initial à l'aveugle. Je vais vous donner votre problème de santé
Sixième année. Quelle sixième année? Vous êtes en quelle sixième année? Je n'ai pas bien compris. Sixième année de quoi? Sixième année de quoi, monsieur? Mais c'est pas grave, si vous êtes un étudiant en médecine, je vais m'excuser parce que j'ai été un peu agressive avec vous. C'est pas grave. Moi, j'ai une capacité affreuse de switcher sur le champ. Bienvenue à tous les étudiants en médecine. Si vous êtes là, bienvenue. Ok? Monsieur Abdelrahim, si vous êtes étudiant en médecine, vous me le dites et je vais m'excuser sur le champ. Parce que vous avez le droit, vous êtes bien gâté chez moi. Vous savez très bien que nous, entre nous les médecins sont toujours en premier. On est des confrères, même les étudiants, pour moi, ce sont des confrères. Vous n'êtes pas des étudiants, vous n'êtes pas des poussins, vous êtes des confrères. Si tu es médecin en sixième année, tu es médecin pour moi. Permettez-moi juste de savoir, est-ce que vous êtes étudiant en médecine? Bon, il n'a pas répondu. Très bien. Donc, si vous êtes étudiant en médecine, bienvenue dans mon live. Moi, je gâte les adolescents plus que les adultes parce que je sais que les adolescents n'ont pas plus de recul, n'ont pas plus d'expérience. Très bien. Alors, parce que moi, je me rappelle très bien de ce Kant. Un jour, il m'a dit endocrinologue et par la suite, il m'a dit cardiologue et il a menti. Je sais très bien pourquoi les gens font ça. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis une bonne Marocaine, une bonne Casablancaise. Il y a des gens qui sont jaloux. Les gens jaloux, quand ils me voient faire le scandale dans mes lives en arabe, d'Arija, arabe marocaine, je plaisante, je rigole et tout, on se moque de moi et on aime bien détruire l'image, mon image devant le public. Ils savent pas que moi, peu m'importe mon image. Moi, dans ma tête, il n'y a rien qui s'appelle réputation. Moi, je ne connais que ma conscience. Je comprends même pas que veut dire une réputation. Je comprends pas. Ok? Alors ces gens-là, quand ils me voient bien concentré dans un domaine, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tellement jaloux qu'ils ont des vibrations au niveau de leur cœur, ils sont irrités et ils sont déstabilisés. Plus tu es calme, plus tu es stable, plus tu déstabilises les jaloux. D'accord? Pourquoi il ne faut pas se mettre en colère face à un jaloux? Parce que ça le brûle. Lui, il a senti ça. Votre calme déstabilise le calme des jaloux. Alors j'aimerais dire à tous les jaloux qui n'aiment pas que je sois bien concentrée, qui n'aiment pas me voir bien en train de discuter des choses très précieuses, j'aimerais vous dire que moi je ne suis pas, vous n'êtes pas mon ennemi, même si vous êtes jaloux, même si vous me faites mal. Sincèrement, moi je ne m'intéresse pas à vous parce que vous n'êtes pas important. Ce qui est important pour moi, c'est le Dieu, le prophète, ma famille, mes amis, les gens qui m'aiment. D'accord? Et si vous êtes jaloux, la vie est très courte. Vous n'allez rien gagner en m'attaquant. Si c'était le cas, moi-même, je peux attaquer tout le monde. Mais ce qui est très bon pour la santé, c'est de n'attaquer personne, c'est de pardonner tout le monde et c'est de vivre sa vie. Et si vous avez des problèmes de jalousie, il faut les traiter. La jalousie, elle est pas bonne pour la santé. Ok? Très bien, on ferme cette fenêtre. Mais rappelez-vous que les jaloux doivent toujours être arrêtés. Ils doivent jamais vous faire pitié. Pas de pitié face aux gens jaloux. Le jaloux, je lui dis bonjour, je le regarde droit dans les yeux, je lui dis bonjour monsieur, vous êtes un élément perturbateur. Vous m'avez perturbé, vous m'avez parasité, vous m'avez dérangé, vous m'avez dévié de mon sujet, vous êtes affreux, vous êtes horrible, vous m'avez déconcentré. Et s'il vous dit, ah oui, finalement, j'ai pu te déstabiliser et tout, et bien là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez répondre par un petit sourire et puis par le silence. Mais
Il faut toujours savoir qu'il faut répondre. On vous aime, t'en fait. Merci beaucoup, moi aussi je vous adore. J'en profite pour montrer aux gens comment répondre à ça. Très bien, donc on va revenir à la culpabilité. Culpabiliser un enfant, c'est le tuer. Hein? Un enfant culpabilisé, c'est un enfant qui est détruit. Tu veux guérir? Tu as 40 ans? Tu as 50 ans? Tu veux guérir? Tu veux guérir de la culpabilité, de la culpabilisation de ta maman, de tout le monde? Prends un café, prends du thé, prends une tisane selon l'heure de la prise. D'accord? Pardon, je vais demander au serveur d'allumer la terrasse. Il y a un monsieur qui s'appelle Amine. Amine Aïhour. Il a dit bonsoir mon amour, sais-tu que je t'adore. C'est quoi ta profession, monsieur? Alors, la culpabilité. Tu ne peux pas te débarrasser de ce sentiment tout seul. C'est impossible. T'as pas de wifi chez toi? Je suis pas chez moi. Je suis dans une terrasse, dans un gros jardin. Pourquoi Daha? Vous voulez que je vous donne le code du wifi? Alors, la culpabilité. Est-ce que vous vous êtes déjà senti victime de culpabilité? Oui ou non? De culpabilisation? Oui ou non? Alors, si c'est le cas, je veux dire quelque chose. Tout ce qui n'est pas rentable ne doit pas vous casser la tête. Tout ce que... voilà, tout ce qui n'est pas rentable. Est-ce que la culpabilité est rentable? Est-ce que tu vas gagner quelque chose en te culpabilisant? Oui ou non? C'est comme le regret. Est-ce que tu vas gagner quelque chose en regrettant quelque chose? Oui ou non? Tu vas te culpabiliser toute ta vie. Ok, qu'est-ce que tu vas gagner? Non, destructrice. Bravo. Donc, tout ce qui n'est pas rentable ne doit pas, normalement, te casser la tête. Ok? Même si tu as commis une grosse erreur, il faut trouver une solution. On cherche à une solution. On cherche une solution. On ne cherche pas la souffrance. La souffrance, c'est une culture. Il y a la douleur, il y a la souffrance. La souffrance, c'est un choix. Tu as choisi de souffrir. Pourquoi? Parce qu'on t'a programmé à la souffrance. Quand est-ce qu'on t'a programmé? Durant ton enfance. Donc, croyez-moi, vous êtes comme des enfants et vous devez commencer à prendre soin de vous. Vous allez éduquer votre petit. C'est-à-dire, si tu n'as pas appris à prendre ta douche, tu vas te prendre pour un petit enfant et tu vas te dire, par exemple, si tu t'appelles, je ne sais pas, comme ce monsieur Amine, tu vas lui dire, bonjour Amine, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Si tu veux, par exemple, prendre un plat, quand tu étais petit, tu voulais prendre un plat et que ta maman ou tes parents n'avaient pas les moyens pour l'acheter, tu vas t'offrir ce plat et tu vas te dire, voici Amine le plat que tu aimes, tu peux jouir de la dégustation de ce plat, il est juste magnifique et tu le mérites. Si personne ne t'a dit durant ton enfance, toi, tu es intelligent et tu mérites d'être bien récompensé ou tu mérites d'être bien félicité, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te le dire. Tu vas te dire, moi, je suis intelligent. Parce que c'est vrai. Il ne faut pas dire des affirmations qui ne sont pas vraies. Ah oui, moi, je suis intelligent. Je mérite qu'on me dise tu es intelligent. Tu te le dis. C'est pas grave si tu te le dis. Si, par exemple, tu avais envie de faire quelque chose et que tu croyais durant ton enfance que tu le méritais pas.
Mais avant d'arriver à ce stade, il faut que tu comprennes ça. Il faut que, il faut que il faut y croire déjà. Mais le problème dans la programmation des enfants, c'est qu'ils croient qu'ils ne méritent pas tout ça. Par exemple, parce qu'il y a des mariages. Comme les mariages de couleur, il y a des mariages de... Il y a la fusion, pardon. Il y a la fusion de beaucoup de choses. Il y a la fusion de la culpabilisation, ok? La fusion de la culpabilité ou culpabilisation et le fait que tu ne mérites pas. C'est-à-dire que même si tu penses à te débarrasser de la culpabilité, tu vas toujours garder dans ta tête que tu ne mérites pas. Alors là, il faut discuter. Il faut te dire, est-ce que je mérite... Est-ce que je mérite être gâté? Oui ou non? Est-ce que je mérite voyager? Est-ce que je mérite avoir, je sais pas moi, est-ce que je mérite, par exemple, posséder quelque chose? Si durant ton enfance, tu n'as jamais cru que tu mérites posséder une bicyclette, à l'âge adulte, tu vas jamais croire que tu mérites avoir une voiture. Si durant ton enfance, on t'a programmé, on t'a gravé dans l'esprit comme quoi tu mérites pas quelque chose parce que tu es de sexe féminin, quand tu seras adulte, tu vas jamais croire que tu mérites cela parce que tu es de sexe féminin. Ok? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord ou qui n'a pas compris? J'ai beaucoup de détails, ok? Parce que j'ai vu ça avec plusieurs patients. Mais je vous donne sincèrement que 15 voire 20%. Je ne partage avec vous que 20%, 15% de ce que je sais. Bon, et j'attends à ce que vous soyez interactifs. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que si dans ta tête, tu crois que tu ne mérites pas quelque chose, il faut arrêter la bagnole et découvrir qu'est-ce que tu as dans le crâne. Parce que ton cerveau te dit, ok, toi tu ne mérites pas. C'est-à-dire que si un médecin, si un thérapeute commence à te dire non, tu mérites cela, tu vas être en résistance avec tes idées. Voilà pourquoi les gens restent déprimés toute leur vie, parce qu'ils sont en résistance avec des idées. La thérapie va contre, en opposition avec ce qu'il a dans le crâne. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que le live marche bien, s'il vous plaît? Parce que quand vous ne répondez pas, je ne sais même pas est-ce que le live marche bien ou pas. Est-ce que le live marche bien, s'il vous plaît? Bien, très bien. Alors, on va essayer de donner plus de détails parce que j'ai des abonnés sur YouTube qui vont regarder la rediffusion et qui aiment beaucoup les détails. Culpabilité, fusion, culpabilité et autre chose. Tu te culpabilises parce que tu crois que tu dois tout faire. Par exemple, l'enfant obéissant et la mère manipulatrice. La mère manipulatrice, c'est une femme qui est très faible. La faiblesse, c'est le manque de confiance en soi. Les gens forts sont confiants en eux. Les gens faibles n'ont pas de confiance en soi assez développée. Très bien. Donc, je vais vous donner juste un exemple, ok? Parce que les choses diffèrent d'une personne à l'autre. On va parler de la dame manipulatrice qui n'est pas perverse, mais qui a peur, peureuse. Elle est trop faible. Elle n'est pas forte de personnalité. Qu'est-ce qu'elle fait? Pour qu'elle reste pas seule, pour qu'elle reste pas... Elle a peur d'être abandonnée. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sacrifie un enfant pour qu'il soit son esclave. Ou bien, elle sacrifie l'enfance de tous ses enfants pour qu'ils deviennent des esclaves. Elle a besoin de se sentir en sécurité. Voilà
Voilà le noyau de ce live. Moi par exemple, durant ce live, ce soir, peu m'importe que votre maman soit perverse narcissique ou pas. Mais l'essentiel, c'est de savoir pourquoi elle vous fait ça. Elle peut ne pas être perverse narcissique, mais elle est manipulatrice. Mais pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle a peur. Parce qu'elle ne se sent pas en sécurité. Donc, qui est-ce qui est responsable de ça? Ce sont ses parents à elle ou bien le partenaire. Donc, quand la femme a échoué dans sa relation conjugale ou dans sa vie dans sa vie familiale, c'est-à-dire sa petite famille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, au moins, je vais garder mes enfants pour moi. Je vais les manipuler pour qu'ils restent avec moi, pour qu'ils restent de mon côté, pour qu'ils ne me laissent pas, pour qu'ils ne me lâchent pas, pour qu'ils ne me larguent pas. Et des fois, et ce qui est vraiment malheureux, c'est que soit elle oblige ses enfants de se marier avec les dames qu'elle a choisies. Pourquoi? Parce qu'elle choisit toujours des belles filles très dociles. Sinon, elle empêche ses enfants de se marier. Est-ce que vous avez déjà vu des femmes qui empêchent ses enfants de se marier? Et si par exemple le problème concerne la relation père-fils ou mère-fils? Père-fils ou mère-fils, je n'ai pas bien compris. Nous, on est juste en train de parler de mère-enfant, en général, que ça soit fils ou fille. English, another time. L'emprise de la maman peut faire des dégâts à l'âge d'enfance, mais à l'âge adulte, 3 points. À l'âge adulte, ça détruit. Bien des enfants rééduquent leur maman. C'est une position de force. Les enfants subissent les conséquences. D'accord. Alors, ce sentiment de peur chez la dame. Moi, j'ai déjà sauvé des enfants de leur maman. Pourquoi? Parce que les enfants ont été obligés de tolérer, de supporter des punitions, même s'ils ne le méritaient pas. Pourquoi? Parce que la dame était malade. Voilà le délice de la médecine générale ou la médecine de famille. C'est que tu découvres les problèmes avant leur apparition. C'est que tu découvres l'origine des problèmes de santé physique. Un problème de santé physique, par exemple, une cardiopathie, c'est-à-dire un cœur, un appareil, une machine qui va tomber malade à cause d'une idée, à cause d'un pouvoir. Il y a un pouvoir, il faut comprendre cette différence de pouvoir. Elle a un pouvoir. Voilà le comble. C'est la même chose qu'un homme, par exemple, un employé qui subit toute la colère et l'autorité d'un chef qui le manipule, qui le maltraite, qui le harcèle, qui le respecte pas. Vous voyez? Donc, quand il voit le pouvoir de ce recruteur ou de ce RH, et quand l'employé s'est déjà engagé par exemple dans un crédit, donc à ce moment-là, je vois moi personnellement, j'ai vu plusieurs hommes qui ont ce problème de stress, de colère, de beaucoup de choses, de beaucoup de souffrance, dû à ce pouvoir. Ils ne peuvent pas gérer ça. Ils te disent, docteur, je ne peux rien faire, c'est mon chef. Mais il est très toxique, il m'insulte, je ne peux pas supporter ça. Et pourquoi je le supporte? Parce que j'ai un crédit, j'ai des enfants, j'ai des engagements. Donc ça, c'est catastrophique. C'est la même chose. Les enfants vivent la même chose. Mais les enfants ne savent pas comment gérer, ne savent pas à qui s'adresser. À qui ils s'adressent? Aux gens sur Internet qui vont profiter d'eux, ou ils vont avoir des relations d'amour et ils vont tout coller sur cette personne, ils vont tout calquer sur cette personne, ils vont commencer à vivre des chagrins pour rien. Mais en réalité, ils n'ont pas un chagrin d'amour, ils ont un problème avec leurs parents. Vous voyez? Voilà le cercle vicieux, voilà le labyrinthe responsable de la délinquance, responsable de l'addiction, responsable de beaucoup de choses, des crimes même. Donc, plus on traite la dame, la femme, plus on s'intéresse de la santé psychique et mentale de la dame et surtout de l'éducation,
et de la culture de la dame, de la mère, plus on réduit le nombre de crimes et puis plus on réduit le nombre de problèmes de santé psychique. Parce que 48% de la population marocaine qui souffre, ça c'est énorme. C'est beaucoup, hein. Docteur, pouvez-vous expliquer la sécurité émotionnelle? Très bien. Alors, je vais vous donner juste des points clés. D'accord? Sécurité émotionnelle. Moi, comme son nom l'indique, je dois me sentir en sécurité. C'est quoi la sécurité pour un enfant? Alors, la sécurité pour moi, en tant que femme, n'a rien à voir avec la sécurité de ma sécurité quand j'étais petite. Quand j'étais petite, je vais parler de moi-même, ok? Pour ne pas vous pousser à dévoiler vos secrets. Moi, quand j'étais petite, la sécurité pour moi, c'est quoi? C'est fermer la porte. Quand la porte de la maison n'est pas fermée, ça me fait peur. La sécurité pour moi, c'est de ne pas rester dans le noir. Quand, quand, quand j'étais très jeune, quand j'étais encore gamine, quand j'étais encore gamine, je pouvais pas partir aux toilettes toute seule. Je pouvais pas partir aux toilettes toute seule. La sécurité pour La sécurité émotionnelle pour moi, c'était de demander à ma soeur ou à ma mère de m'accompagner. D'accord? La sécurité pour moi, par exemple, quand j'étais petite, c'est en sortant de l'école, je devrais voir ma grand-mère, parce que ma grand-mère, c'est elle qui prenait soin de nous. La sécurité émotionnelle pour moi, c'est d'avoir un câlin. Parce que quand mon père, que son âme repose en paix, il avait l'habitude de nous embrasser, de nous serrer et tout, quand il me serre, je me sens très, 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 très bien protégée. Et j'ai l'impression que je suis entre les bras d'un lion et que personne ne pourra s'approcher de ce lion. D'accord? Et quand ma grand-mère prenait ma main dans la rue, que je pars en marchant, j'ai l'impression que je suis parfaitement bien protégée. Parce qu'elle avait du charisme, beaucoup de choses, très honnête et personne ne pouvait s'approcher d'elle. D'accord? Donc pour moi, c'est ça. La sécurité émotionnelle pour moi, c'est de ne pas rester dehors la nuit. Je pouvais pas. Quand j'étais petite, j'ai jamais vu la nuit dehors. J'ai jamais vu ça. Je me rappelle très bien un jour quand vraiment le soleil couchait très tôt, il pleuvait et on attendait à ce que maman vienne du travail. Et puis c'était très romantique et j'attendais un cadeau. Elle allait m'acheter un cadeau. Un cadeau, c'était juste un petit sac, un petit panier sous forme de maison. Magnifique, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de choses très très beaux. Vous voyez, donc c'est parce que j'attendais mon cadeau que j'ai vu la nuit. Depuis le balcon, notre balcon. Vous voyez? Donc la sécurité émotionnelle, c'est, ça dépend de l'âge, du sexe, de beaucoup de choses. Ok? Mais je vais parler de d'autres gens, d'autres personnes, d'autres patients que j'ai traités. Et je suis vraiment désolée pour eux. Je suis vraiment désolée pour les gens qui n'ont pas pu jouir de ce que j'ai, de tout ce que j'avais, parce que c'est formidable ce que j'ai vécu. Même si, bon, quand j'étais petite, j'ai rêvé de beaucoup de choses, mais actuellement, je suis médecin et je vois des gens qui ont été privés de beaucoup de choses. Je me sens chanceuse. Pourquoi? Parce que j'ai des enfants qui avaient un problème émotionnel, de sécurité émotionnelle. Pourquoi? Parce ils étaient obligés de sortir la nuit, de travailler, de mendier avec leurs parents. Ils avaient peur, c'était des enfants. Les enfants ont tous peur de la nuit. Ils ont tous peur des, des boulevards vides, des boulevards où il n'y avait personne. Ça fait peur aux enfants. Ok? Moi, je ne pouvais même pas regarder les films qui faisaient peur. Donc, les patients qui ont déjà eu ce problème de sécurité émotionnelle, par exemple, ce sont des gens qui étaient obligés de mendier et de rester coincés, de rester assis dans la rue. Et ça, c'est affreux. Ils étaient exposés au risque d'être agressés par d'autres mendiants, par des clochards.
Et ça, c'est affreux pour une enfant, pour un enfant. Sécurité émotionnelle, c'est quand tu sens que tu n'es pas aimé. C'est malheureux. Quand ton père te dit ou ta maman te dit, tu n'es plus mon fils. Je vais te laisser dans la rue. Mon Dieu, mais c'est grave. Moi, j'ai déjà vu des hommes et des femmes qui se rappellent très bien de leur souffrance et qui décrivaient très bien, il y a des patients qui décrivent très bien leur sentiment d'insécurité émotionnelle qui a grandi dans leur cœur. Elle m'a dit, moi, docteur, je ne me suis jamais sentie en sécurité émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait ma maman qui me disait, moi, je t'aime pas. Tu n'es pas mon fils. Un jour, je vais te laisser au souk. Un jour, je vais te laisser au marché. Ça, c'est juste des petits exemples que moi, j'ai vus dans mon cabinet et dans ma pratique médicale, ma pratique professionnelle. Ok? Bon, c'est juste quelques exemples. Mais on peut très bien traiter ce sujet ultérieurement, si vous voulez. Alors, dites-moi, docteur, votre avis, un jeune de 19 ans qui dit aux gens qu'il n'aime pas sa maman. Aïe, 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 aïe. C'est affreux, c'est horrible pour lui. Alors, ce monsieur qui a 19 ans et qui dit qu'il n'aime pas sa maman, il a ses raisons pour lesquelles il a dit ça. Donc, il ne faut pas le juger, il ne faut pas le critiquer, il ne faut pas l'insulter. Il faut uniquement le respecter. Mais il doit absolument voir un médecin sans délai. Parce que quand un jeune dit qu'il n'aime pas sa maman, il y a toujours un risque de vengeance. Moi, la chose que j'aime pas, la chose qui me fait peur, la chose qui me terrifie, c'est quoi? C'est les vengeances. Je n'aime pas les vengeances. Parce que les vengeances, c'est une explosion. D'accord? Il y a des signes qui vous disent que cette personne va s'exploser. Il y a des signes. Par exemple, quelqu'un qui crie. Moi, j'ai peur des hommes qui crient. Et je dis à toutes les dames, si tu connais quelqu'un qui crie, attention, il ne faut pas se marier avec lui. Parce que un homme qui crie ou qui t'insulte, il va sûrement te tuer un jour ou il va sûrement t'agresser. Donc ça, c'est affreux, le fait de vivre avec un homme qui va t'agresser, qui va te frapper, qui va te gifler, qui va t'étrangler, qui va... Je sais pas moi. Je pense que c'est très dangereux, c'est très inquiétant. Moi, je pèse délicatement les mots. Un enfant, un monsieur âgé de 19 ans qui dit « j'aime pas ma maman », pour moi, c'est un signe de gravité, c'est un signe d'alarme, c'est un signal d'alarme. Il doit voir un médecin rapidement. Certes, une maman PN toxique, pervers narcissique toxique, est urgent de traiter cela au juste, c'est un ado. Dans tous les cas, il faut le traiter. Je veux vous dire un truc. Premièrement, il a 19 ans, il peut être un tabagique, toxicomane. Donc là, il y a un autre volet à découvrir et à analyser. Deuxièmement, même si la femme n'est pas perverse, narcissique ou manipulatrice, des fois, nous avons une toxicité. C'est-à-dire quoi une toxicité? C'est-à-dire il y a une souffrance là-bas, il y a une souffrance entre eux, il y a un malentendu, il y a un conflit familial. Donc les conflits familiaux en général, ils doivent être gérés, diagnostiqués par les médecins pour éviter les problèmes. Moi, je fais ça pratiquement tous les jours dans mon cabinet et c'est merveilleux. Et croyez-moi, il y a des gens qui, en faisant la prière, ils prient pour moi. Ok? Ils prient pour moi. Tellement vrai et ça me fait énormément plaisir. Alors, mon téléphone va se décharger, il est à 2%. Mais je vous promets de discuter ça ultérieurement. Moi, adulte, mon est décédé 3 ans. Depuis, je me sens plus en sécurité. Oui, ça arrive. Après le décès, on peut perdre ce sentiment de sécurité. Ça m'est arrivé moi-même. Quand j'ai perdu ma grand-mère, je suis passée par une crise. Et malheureusement, personne ne m'a compris. Et, euh, et moi, je suis du genre, dans certains détails, je suis comme les hommes. Je cache ma peine. Donc, parce que les hommes cachent leur peine pour ne pas faire souffrir sa famille. Et moi, j'ai dû faire ça. J'ai caché ma peine pour ne pas faire souffrir ma famille. Mais malheureusement, il faut savoir que les gens ne comprennent pas les souffrances. Voilà pourquoi moi, je préfère faire le premier pas, prendre l'initiative
d'offrir une petite compréhension, si vous voulez, avant qu'on me le demande sur Internet, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va écouter mes mots et qui va se sentir tranquille, qui va partir chez son médecin, et je peux lui éviter beaucoup de choses. Je sais qu'il y a des gens que je ne connais pas, qui me connaissent, et ça, c'est merveilleux. Je pense que c'est merveilleux. Il faut être bon, il faut laisser ses traces dans la vie. Je vous comprends très bien, c'est très très normal et très humain de plus se sentir émotionnel après un deuil, un décès. Donc, je vous invite à tout dévoiler à votre médecin, mais jamais à vos amis. Le téléphone, tfa, à la prochaine.